Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, honorables invités, je tiens d'abord à remercier bien évidemment le SNPA de Silla de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de vous présenter le projet de l'ordonnance numérisée sécurisée. C'est un projet qui avait été présenté en 2010 à Batna, composé d'informaticiens, de pharmaciens d'officine et de moi-même. L'ordonnance numérisée, sécurisée est dans un contexte particulier, dans le contexte du nouveau décret portant relatif à la gestion des psychotropes. Donc le plan de la présentation s'articulera autour d'une introduction. On présentera la question, on évoquera les divers codes barres, data matrix, QR code, leur utilisation, quel est leur intérêt dans le secteur pharmaceutique. On évoquera très rapidement l'arrêté portant vignette, hein, l'arrêté interministériel, et puis on entrera dans le vif du sujet avec ce qu'est le principe de l'ordonnance numérisée sécurisée, une définition que nous avons réalisée, quels sont les objectifs de la traçabilité, quelques exemples de différents types d'ordonnances que nous rencontrons tous les jours dans nos pratiques, le début, la première étape chez le médecin, puis ensuite en pharmacie, et enfin la traçabilité des psychotropes, et on fera une conclusion. Alors, les institutions publiques dans notre pays répondent au programme du gouvernement en lien avec le passage au numérique et de plus en plus la dématérialisation fait son apparition. On l'a vu en l'occurrence dans le cadre du tiers payant. Les textes réglementaires existent, ils ont été publiés dans le journal officiel. Parmi les exemples de numérisation, le plus flagrant est bien sûr l'état civil, où on voit systématiquement ces codes barres qui apparaissent sur sur les extraits de naissance, sur les casiers judiciaires, etc. La numérisation avec les cartes et les passeports biométriques. Leur utilisation au niveau des banques, l'utilisation de la numérisation au niveau des banques avec les e-banking qui nous permet de la consultation du compte ou la passation d'ordre, les paiements électroniques, la loi est passée l'an dernier, la loi sur le e-paiement. Le e-paiement qui nous permet désormais, qui nous donne la possibilité désormais de régler nos diverses factures online à partir d'une carte bancaire, sonner gaz, téléphone, consommation d'eau, etc. Il nous est même possible de faire des réservations aériennes. Plus récemment encore, les télédéclarations au niveau de la CNAS et les télétransmissions de factures, les télédéclarations donc du personnel, avec possibilité de payer, même chose pour la CASNOS. L'administration fiscale donc, qui a mis en place un ERP pour prise en charge de l'ensemble des opérations du contribuable jusqu'à la vérification, en passant par les déclarations, les paiements, etc. Les PTT, même maintenant les PTT se sont dotés de codes barres dans le cadre par exemple des lettres recommandées. Alors on a ici les trois types de code barres, on va dire, que nous rencontrons communément. À droite, c'est plus le code barre classique, hein, il est de 8, 10 à 13 chiffres, le data matrix au milieu, et enfin le QR code que nous rencontrons quelquefois dans les médicaments. Alors, le code barre, un code barre ou code à barre, c'est une représentation, la représentation d'une donnée numérique ou alphanumérique, lettres et chiffres sous forme d'un symbole constitué de barres et d'espaces d'épaisseur variable et des données ainsi codées. Bon, on les a tous vus. Il en existe des milliers. Ce sont des normes différentes des unes des autres. Et ben, il existe bien sûr des lecteurs qui nous permettent de lire les données fournies. Alors, en gros, il y a deux types de code à barres. Le code à barres unidimensionnel, c'est une série de lignes. Hein, c'est le code qu'on a vu en bas de l'image à droite. D'épaisseur variable, c'est une lecture. La lecture est unidimensionnelle, le décodage est unidirectionnel ou bidirectionnel. Il faut confirmer le premier codage. Et le second type, c'est le bidimensionnel. C'est une variété de symboles, des rectangles, des points, des hexagones, noirs et blancs, et autres formes géométriques. L'impression, quant à l'impression, maintenant, les impressions ne se font pas de transfert thermique. Alors, les divers types de lecteurs de code à barres, il y a les douchettes classiques, hein, nous en avons tous dans nos officines, elles sont reliées directement à un ordinateur. Il y a les lecteurs portables,
qui sont intéressants pour lors de l'inventaire. Et il y a les terminaux code-barres, c'est-à-dire qu'ils enregistrent l'information. Lecture plus analyse plus transmission des données. Quelles sont les capacités de stockage? C'est ce qui vous intéresse le plus. Dans les codes à barres, ils vont de 10 à 13 caractères. Par contre, avec les nouveaux codes, les QR codes, ça grimpe très vite de 7089 caractères numériques à 4296 caractères alphanumériques. Vous voyez, c'est quand même une quantité d'informations relativement importante et on voit pourquoi ça nous intéresse au plus haut point. Dans notre pays, les codes barres, on le voit partout dans notre environnement, hein, sur les produits commerciaux, le suivi des articles en magasin, dans les supérettes, le suivi des envois postaux, comme on l'a vu tout à l'heure avec Algérie Télécom, le suivi des envois en recommandé, des bagages chez Algérie, le codage des documents de l'état civil, des déclarations des salaires trimestriels de la DAC, et les exemples sont nombreux. On a ici un exemple des télédéclarations CNAS, hein, les déclarations trimestrielles que nous réalisons donc chaque trimestre, et automatiquement est généré un code barre comme on a ici à l'image. Dans le cas des médicaments, la nomenclature nationale, la nomenclature nationale du ministère de la Santé est ainsi codifiée. Les deux premiers chiffres, les deux premiers zéros, les deux premiers chiffres sont en lien avec l'année de mise sur le marché. Ensuite, il y a 2 chiffres, une lettre, 3 chiffres. C'est le code DCI du médicament, DCI par forme et par dosage. Et enfin, les 3 derniers chiffres correspondent au numéro du laboratoire fabricant. Alors, les vignettes avec code barre éditées par l'LGO dans les officines, elles existent, hein. C'est un travail supplémentaire, un travail relativement important. Dès que les factures sont saisies, elles éditent directement des vignettes qu'il faut à ce moment-là recoller sur chacune des boîtes reçues dans nos officines. Ce sont des vignettes spécifiques à l'officine, qu'on s'en rende bien. On ne peut pas les lire ailleurs. Les codifications peuvent être différentes. L'expérience Saïdal, c'est une expérience intéressante, hein, en lien avec la société, avec l'organisation GS1 Algéria. C'est une organisation de normalisation qui ont élaboré des codes, et Saïdal a fait une expérimentation du code Data Matrix pour certains de ces médicaments. La facture numérisée également, PharmaVest a été l'un des premiers à avoir lancé, le groupement de pharmaciens, a été l'un des premiers à avoir lancé la facture numérisée, c'est-à-dire que désormais, elle arrive sur la boîte mail ou sur support numérique, et puis il nous suffit uniquement de télécharger cette facture, et puis nous avons les informations directement transposées vers nos LGO, logiciels de gestion des officines. Alors, elle évite, une facture numérisée, elle évite la saisie, elle réduit le risque d'erreur de saisie, bien sûr, il y a un gain de temps considérable, et bien sûr, une sécurisation des stocks en quantité et en qualité. Le professeur Pascal Bonabry, pharmacien-chef au niveau des hôpitaux universitaires de Genève, évoquait la traçabilité en amont avec les bonnes pratiques de fabrication, hein, ça va de la matière première jusqu'au patient en passant par le produit fini, et ce code barre permet donc une meilleure traçabilité, c'est les bonnes pratiques de distribution. En amont et en aval toujours, ça nous permet de retracer le cheminement de la matière première, par exemple, du produit, et ça nous permet de pisser, de suivre le produit jusqu'à sa dispensation au patient. C'est très utile lorsqu'il y a, par exemple, l'annonce d'un retrait de médicaments. Donc on arrive très rapidement à cibler quelles sont les personnes qui ont obtenu le médicament retiré. Donc on peut les joindre très rapidement, très facilement pour leur demander de cesser la consommation de ce produit. L'arrêté portant les vignettes, c'est l'arrêté du ministère de la Santé du 4 février 1996, hein, qui fixe les conditions et les modalités de présentation et d'apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques. Alors vous voyez que dans son article 3, la vignette doit mentionner un certain nombre de caractéristiques qui sont nombreuses, on le voit, hein, c'est quand même assez important. Ça va de, bien sûr, le mot vignette, la dénomination pour que la vignette soit conforme. Donc voilà. Alors, on a l'exemple ici qu'on avait évoqué tout à l'heure avec les produits Saïdal. C'est un exemple qui a été reconstitué. Saïdal avait fait, donc à un certain moment,
le code barre qui se trouvait plutôt dans le talon à ce niveau. Et puis chaque vignette dispose du code de la décision du numéro de la molécule, en l'occurrence ici la pénicilline G benzatine, avec le 003 qui correspond au laboratoire fabricant, c'est le laboratoire Saïdal. Le 13G060 correspond c'est la DCI qui correspond à la pénicilline G benzatine, dans ce cas à 600 000 unités internationales. Et 05, c'est l'année de mise en circulation. Alors, le principe de l'ordonnance numérisée sécurisée, donc c'est un projet qui a été présenté à Batna en 2011. On l'a défini ainsi: une ordonnance numérisée sécurisée est une ordonnance qui comporte un code à barre ou un QR code reprenant l'ensemble des éléments de la prescription pour en permettre une lecture et un traitement numérisé à l'aide d'un lecteur au niveau de la pharmacie, par exemple. Alors, les infos qu'on y retrouve, ce sont les infos relatives au prescripteur, la spécialité, son adresse, son numéro de l'ordre, hein, parce qu'on c'est demandé dans le nouveau décret relatif aux psychotropes, la date de la prescription, le nom du patient, son âge, son numéro de sécurité sociale, vous imaginez, hein, la liste des médicaments. Et tous ces éléments sont retranscrits dans un code barre qui est généré à l'édition de cette ordonnance. Alors, quel est le principe de l'ordonnance numérisée? Son objectif, c'est la traçabilité, elle garantit la qualité des produits, elle garantit la sécurisation de la dispensation des médicaments, elle permet leur retrait en cas de problème et bien évidemment, au bout du compte, elle améliore la gestion des produits avec un suivi précis des stocks quasi en temps réel. Il ne s'agit pas d'avoir d'écart de stock, ce qui est relativement pénible, toujours avec ce nouveau décret en lien avec les substances à activité psychotrope. Le moindre écart de stock, il faudra le justifier, alors que lorsqu'il y a une numérisation, c'est plus le risque est diminué. Alors, quelques exemples de différentes ordonnances que l'on rencontre dans nos pratiques quotidiennes. Vous en avez une à l'écran. L'ordonnance manuscrite classique. Bon, c'est ce type d'ordonnance qui peut présenter des soucis parfois dans la lecture, pour déchiffrer les produits. On en a un autre exemple. Qu'est-ce qu'une ordonnance numérisée classique? C'est une ordonnance c'est le prescripteur qui dispose donc d'un logiciel, hein, qui lui permet donc d'éditer ses prescriptions. Et puis l'ordonnance numérisée sécurisée. Alors sécurisée, on lui a ajouté en fait c'est le logiciel, hein, qui a généré ce code barre, et dans ce code barre, l'ensemble des informations de l'ordonnance y sont reproduites et elles peuvent être lues à travers un lecteur du type de ceux que nous avons vus tout à l'heure. Toujours sur le terrain, donc chez le médecin, après la consultation, il y a rédaction de la prescription avec production, donc un code data matrice qui est généré, qui est individualisé, unique, hein, par l'application CNAS Shifa ou un autre logiciel, hein, logiciel de prescription chez le médecin. Ce code reprend, on l'a vu, on vient de le voir, les infos relatives au prescripteur, l'identité, l'adresse, le téléphone, la spécialité. Avec cet ensemble d'infos, on n'arrive pas à 1000 caractères alphanumériques, alors que le 1500 peut-être, grand maximum, avec une ligne de 10 médicaments, alors que ce code peut en contenir jusqu'à 4000. Les infos du patient, le nom, le prénom, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, la date de la consultation, etc. Bien évidemment, le contenu de la prescription, et c'est là une grande nouveauté dans les capacités de stockage de ce code numérique. Il nous permet d'avoir non seulement la spécialité, mais également la DCI, la posologie, la durée de traitement et bien sûr les quantités. Alors, ce code, il est sécurisé, il est individualisé, il est généré et imprimé dans le coin de l'ordonnance. Au niveau de la pharmacie, le patient va se présenter, il va présenter la prescription. À ce moment-là, dans la pharmacie, on va scanner le code en bas de l'ordonnance avec nos logiciels Shifa ou autres logiciels de gestion des officines. L'ensemble des informations portées sur le code sont automatiquement chargées. Elles apparaissent alors dans la fenêtre de saisie type Shifa ou alors LGO. Donc automatiquement, l'identité du prescripteur, du patient, les dates et l'ensemble des prescriptions, des médicaments prescrits sont automatiquement chargés dans l'interface Shifa ou logiciel de gestion des officines. Alors on s'arrête un moment sur
les interactions médicamenteuses. Nous avions réalisé en 2014 une étude sur l'analyse de 2800 prescriptions. Et sur ces 2800 prescriptions, elles ont été soumises pour standardiser notre travail, elles ont été soumises à la base Teriac, c'est une base qui analyse les ordonnances pour détecter les interactions. Vous avez ici, donc en mettant au fur et à mesure les éléments de l'ordonnance, à droite, à ce niveau, vous avez le type d'interactions qui ont été détectées après avoir cliqué sur Analyse. Alors, comme ici, on a une association de déconseillés qui est dans ce cas-là le ressource endogène de l'association Cordarone et Sulpéride. Alors, notre étude faisait apparaître les quatre niveaux d'interaction médicamenteuse, associations à prendre en compte, les précautions d'emploi, les associations de déconseillés et les contre-indications. C'est ce qui nous intéresse le plus à ce niveau. Au niveau du secteur public, du secteur public et du secteur privé. Secteur public, secteur privé, voilà. Alors, on a rencontré 0,42% de contre-indications au niveau du secteur des ordonnances qui venaient du secteur public et 0,46% de contre-indications au niveau des ordonnances qui venaient du secteur privé avec une moyenne de 0,45%. Alors ce 0,45%, on peut le comparer avec une étude française qui rapporte, eux, par contre, un taux d'association contre-indiquée de 0,2%. Alors si on revient en arrière, ce qu'on appelle ici les AFCI, c'était une étude de la sécurité sociale qui avait analysé l'équivalent de 6 millions à peu près d'ordonnances pour rechercher les associations fortement contre-indiquées, les AFCI. Il y en avait une dizaine, associations fortement contre-indiquées, et elles sont apparues dans 0,019% des cas. Alors, on revient sur le terrain, sur ce qui se passe en pharmacie, après avoir scanné le code de l'ordonnance, transfert automatique, on l'a dit tout à l'heure, de l'ensemble des informations sur notre interface. Les boîtes de médicaments sont alors déposées, on va les chercher sur les étagères, elles sont déposées sur le comptoir, et à ce moment-là, on scanne avec la douchette les vignettes des médicaments qui ont été déposés sur notre ordonnance. Et à ce moment-là, il y a un contrôle des ordonnances, un contrôle en temps réel, ils vont comparer les médicaments présentés avec le contenu de l'ordonnance. En temps réel. Alors, que va-t-il se passer après ? Il est possible aussi de détecter les interactions médicamenteuses à ce moment-là, si le PC est relié à une base de données, des interactions médicamenteuses type Teriac, des erreurs sur l'identification des médicaments, s'il y a une discordance entre les médicaments présentés et les médicaments qui figurent sur l'interface, à ce moment-là, il y a un clignotement, et pour les médicaments qui apparaissent en vert, donc ça a été validé. Donc on peut substituer parce que l'application, le logiciel va comparer les codes DCI et non pas les noms de spécialité. Donc on écarte, on réduit à zéro le risque de se tromper de patient ou de nom, de numéro de sécurité sociale. Tout est automatiquement chargé, de date de prescription. Vous voyez, c'est un travail extraordinaire. Donc prévention du risque de rejet par la CNAS pour des erreurs administratives, ce risque est proche de zéro. Alors, en ce qui concerne le nouveau décret en lien avec la gestion des psychotropes, leur traçabilité, le code barre sur les vignettes des médicaments psychotropes dans le contexte du décret 19.379 fixant les modalités. Ce décret, sur une quarantaine d'articles, sur une quinzaine de pages avec 13 annexes, c'est une procédure longue et complexe. Et plus c'est complexe, plus le risque d'erreur est élevé. Elle nécessite l'apport, surtout en l'occurrence en 2020, elle nécessite l'apport du numérique. Dans ces aspects techniques, on le voit, il y a à peu près 12 annexes dans ce décret. 12 annexes, l'ensemble de ces annexes fait qu'il y a 93 informations répétitives manuscrites, à chaque fois à reporter entre de la production en passant par la distribution jusqu'à l'officine. Donc autant de fois qu'il y a l'intervention humaine, il y a un risque d'erreur. Donc
Le fait d'avoir un code barre sur la vignette et sur l'ordonnance, ça permet une identification rapide et instantanée des médicaments délivrés. Les dates de péremption, bien évidemment, les fameuses dates de péremption, donc ce qui nous évite les risques de rejet hein, pour produits périmés, les numéros du lot, les PPA, etc. L'enregistrement de l'opération il est rapide hein, dans la base de données. Quel patient, son nom, numéro de sécu, date, prescription, il a reçu quel médicament et quand. L'enregistrement il se fait en temps réel de l'opération et des 12 paramètres nécessaires sur le registre de l'ordonnancier électronique, c'est-à-dire que dès qu'un médicament psychotrope apparaît, il y a automatiquement la fenêtre, ce que prévoit d'ailleurs le décret, l'ordonnancier électronique, il y a la fenêtre de l'ordonnancier qui apparaît, qui reprend l'ensemble des informations, le nom, le prénom, l'adresse, les médicaments, etc. Sur l'ordre. Vous voyez, le gain de temps, il est extraordinairement formidable. Parce qu'il se fait instantanément, donc le pharmacien et ses collaborateurs restent concentrés sur la qualité des conseils à donner, sur le suivi des patients. Même chose pour l'inventaire, il se fait en temps réel avec un risque d'erreur ou d'écart de stock proche de zéro. En conclusion, la situation du nouveau décret, on l'a vu, hein, il y a un risque d'erreur dans la gestion des psychotropes bien plus élevé du fait des opérations complexes et nombreuses. Le risque il est augmenté pour les pharmaciens de se retrouver sur les bancs de la justice parce que ce décret fait référence à la loi 0418 et ses dispositions pénales. Techniquement, les éléments pour la réalisation de cette ordonnance numérisée, sécurisée, sont prêts. Il ne manque que la volonté hein, émise par les pharmaciens ou leurs représentants. C'est un plaidoyer que les représentants des pharmaciens peuvent mettre en place et ce qui devrait aboutir à une meilleure protection des pharmaciens et bien sûr des patients. Et je vous remercie. Si des questions doivent être posées, maintenant ça dépend de la logistique des organisateurs. Si une connexion online est faisable, ok, on essaiera d'y répondre online. Sinon, je vous invite à poser vos questions sur le réseau professionnel des pharmaciens, le réseau Pharmagroup. En attendant, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente continuation.